Waïguia, une ville en chantier, des chantiers de réalisation de routes et d'ouvrages de franchissement. 5 milliards de francs CFA sont mobilisés par l'État et ses partenaires pour améliorer le réseau routier. Nous irons prendre le pouls de l'état d'avancement de tous ces chantiers en début de journal. Et puis plus de 847 millions de francs CFA pour renforcer la résilience des populations rurales affectées par la double crise sécuritaire et sanitaire. Le ministère de l'Agriculture et le Fonds international pour le développement de l'agriculture jouent ainsi leur partition dans le relèvement des petits producteurs. Tragédie d'Hiroshima, 76 ans après, les Japonais se souviennent. Hommage a été rendu ce 6 août, date d'anniversaire aux victimes, et le ton était à l'appel à un monde plus pacifiste. Voilà pour le sommaire de ce 13h. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous. Ce journal, nous l'ouvrons dans la cité de Nabakango en plein chantier. Des chantiers de construction de routes et d'ouvrages de franchissement sur le terrain. Et pour constater l'état d'avancement des travaux, le ministre en charge des infrastructures. Le point de sa visite avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. La ville de Waïguia est en chantier. Des bulldozers en plein travail. Des ouvriers aussi. Le revêtement superficiel de 5 km de la route passant devant le lycée Yamboya est terminé. D'autres voiries sont en pleine réalisation dans plusieurs secteurs. Au total 12 km dans la cité de Nabakango. Globalement, pour ce qui concerne le volet de l'État, financé par le volet de l'État, nous avons un taux d'exécution de 100% à peu près. Les travaux qui sont en cours actuellement, c'est le volet qui est financé par le PTDU, c'est-à-dire par la Banque mondiale. Et ce volet est à 30% aujourd'hui. Et nous pensons qu'au regard de la physionomie de ce qui se fait, au regard du taux d'exécution que nous avons actuellement, normalement, d'ici le 31 octobre, on peut aussi livrer les 7 autres kilomètres qui sont en cours d'exécution. Sur les traces de ces chantiers, 2 membres du gouvernement, accompagnés des autorités et des ressortissants de la région du Nord. Leur mission, constater l'évolution des travaux financés à hauteur de 5 milliards de francs CFA par l'État burkinabé et son partenaire, la Banque mondiale. Globalement, dans la ville de Waïguia, nous pensons que les travaux se déroulent bien, de façon satisfaisante. Nous avons constaté des améliorations possibles, notamment sur les 5 km qui sont déjà achevés. On pourra donc l'améliorer en faisant un revêtement supplémentaire. Sur les 7,5 km qui sont en cours, notre partenaire technique et financier a accepté de nous accompagner pour que nous le fassions en béton bitumineux et non en bicouche comme initialement prévu. Je précise que ces travaux-là vont être accompagnés d'assainissement, de caniveaux, également d'éclairage public. Après Waïguia, direction Ramsa, une 50aine de kilomètres pour voir l'évolution de la construction du plus grand pont de la province du Yatenga. L'ouvrage mesure 100 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. Les travaux sont confiés à l'entreprise Groupement Faso Contractor pour un montant de plus de 5 milliards de francs CFA. Le ministre Éric Bougman fait ici le point de toutes ces réalisations au roi du Yatenga à travers une visite de courtoisie après celle des infrastructures routières. Du Nord, nous nous rendons dans la boucle du Mouhoun pour les échos du lancement d'un projet de renforcement de la résilience des petits producteurs victimes des crises sanitaires et sécuritaires dans la commune de Tougan. En chiffres, le projet, c'est plus de 847 millions de francs CFA sur une durée de 12 mois avec plus de 13 000 bénéficiaires. Précision avec Yves Ouramba, Edouard Ouedraogo et Dramansou. Plus de 13 530 personnes, dont 60% de femmes, vont recevoir de l'aide dans la production maraîchère du chou, de l'oignon et de la tomate. Le projet d'appui au relèvement des populations rurales pauvres victimes de la Covid-19 au Burkina Faso, RPSF, vient ainsi compléter certaines actions du projet d'appui à la promotion des filières agricoles PAPFA en faveur des agriculteurs. La région de la Boucle du Moun a été identifiée au titre des bénéficiaires pour mettre en œuvre le projet en question. Et nous allons travailler dans cette région avec les organisations paysannes de base afin de leur permettre de mettre en place des modèles d'exploitation résilients sous forme de périmètre maraîcher afin d'améliorer leur production et leur productivité pour soulager justement les effets néfastes de cette pandémie. Les bénéficiaires ont reçu au cours de ce lancement régional du RPSF
des semences améliorées, des semences qui leur permettront d'exploiter cette superficie aménagée et équipée en installations solaires. Après le lancement, nous allons tous se mettre au travail dans ce jardin pour que la femme puisse avoir des revenus. Selon les acteurs du projet, le RPSF vient aider la femme rurale, les jeunes, les hommes et tout le monde. Au nom des populations rurales pauvres et des personnes déplacées internes victimes de la Covid-19, le gouverneur de la région Edgar Siessou rassure le FIDA et le ministère en charge de l'agriculture. Il promet de travailler en étroite collaboration avec les services déconcentrés pour une atteinte de la sécurité alimentaire au profit de ces personnes vulnérables. Et voilà de quoi renforcer la lutte contre le Covid-19 dans la région. Le centre médical avec antenne chirurgicale de Boromo vient de recevoir un appareil de diagnostic, un don de la société minière Rosgol Sanou. Dans la foulée, le personnel soignant a été formé sur l'utilisation de l'appareil qui a coûté 19 millions de francs CFA. Témoin du don et pour la RTB, Naba Ida Dabiré et Dramansou. Le laboratoire du CMA de Boromo peut désormais effectuer le test de la Covid-19 grâce à cet appareil offert par la société minière Rosgol Sanou. C'est le haut-commissaire de la province des Balais qui reçoit l'appareil des mains de Rosgol Sanou avant de le transférer au district sanitaire de Boromo. En plus de ces équipements, le personnel a bénéficié d'une formation et un réaménagement du local, le tout à un coût de 20 millions de francs CFA. La société minière répond ainsi à une doléance exprimée par les autorités afin d'améliorer la qualité de la prise en charge des populations. Notre responsabilité sociale est très prononcée. Nous accordons de la valeur aux communautés, nous accordons de la valeur à l'excellence, nous accordons de la valeur à l'environnement et nous accordons de la valeur à l'intégrité. C'est ce qui améliore chaque jour notre collaboration, notre intervention avec nos communautés. Et l'appareil que nous venons de remettre aujourd'hui, le GNSP 4, est un appareil dont le MCD l'a fait sortir qui peut permettre de traiter beaucoup de pathologies telles que le VIH-Sida en plus de la COVID-19 et telles que également l'hépatite. En tant que président du conseil de santé du district, je suis très heureux ce matin d'avoir reçu ce matériel de la part de Rosgol. Cet appareil va soulager vraiment beaucoup la population qui se rendait soit à Ouaga ou bien à Bobo pour ces tests-là. La province des Balais a enregistré son premier cas de Covid-19 le 22 mars 2020. Ce sont 98 cas qui ont été détectés et pris en charge avec succès. Santé toujours et nous évoquons cette rencontre qui réunit depuis hier médecins, infirmiers et autres praticiens de santé du monde évangélique. C'est une rencontre statutaire avec au centre de la réflexion les défis de l'heure du secteur de la santé. L'ouverture des travaux a eu lieu hier à Lumbila en présence de Adama Guiti et Vincent Kendrebiogo. Ils sont des professionnels ou personnels administratifs de la santé, chrétiens évangéliques, regroupés au sein de l'Union chrétienne médicale et paramédicale. L'UCMP qui tient ici son 14e congrès national. Le chrétien travaillant dans le domaine de la santé face aux défis du siècle présent, c'est le thème principal de ce congrès. En tant que soignant, vous avez entendu lors des discours, il y a souvent les défis face à la Covid que M. le ministre venait d'évoquer. Il y a certains mots qui sont véritablement notre quotidien. La corruption, le laxisme, le népotisme et même quelle réponse donner quand on vient vous parler d'avortement sécurisé. Il faut de temps en temps que les chrétiens se réunissent, nous qui avons fait l'engagement de soigner l'homme dans sa totalité pour déjà réfléchir à ces solutions-là. Exercer son métier avec conscience et dévouement à soigner tout l'homme, à l'image du bon samaritain ou de Jésus-Christ, telle l'exhortation faite aux participants venus de plusieurs provinces du pays. Et c'est un message qui rencontre l'assentiment du ministre de la Santé qui a officiellement ouvert les travaux. Nous souhaitons également que les membres soient des encadreurs de la jeune génération, qu'ils puissent être des mentors et faire en sorte que dans nos hôpitaux, il n'y ait plus de souffrance par des problèmes en rapport avec nos comportements humains. Le programme du 14e congrès de l'UCMP se déroule jusqu'à la fin de la semaine et devrait connaître un renouvellement de son bureau exécutif.
Rapprocher les services de santé des populations, notamment les plus vulnérables, c'est également le combat de l'église Djamtan de Barkoundouba. Elle vient d'ouvrir un centre de santé à cet effet. L'ouverture a été couplée d'une journée dite communautaire avec au menu des consultations médicales et l'établissement de cartes nationales d'identité. L'ambiance avec Issa Kafando et Ahadi Sandamba. Des consultations de spécialistes de santé à portée de main. Nous sommes à la journée trimestrielle de santé communautaire Djamtan de Barkoundouba, localité située à quelques encablures de Zignari. Ici, les populations sont consultées et soignées gratuitement. L'initiative est de l'église Djamtan qui entend par cet acte jouer sa partition en matière d'offres de santé au profit des populations dont la distance et la position sociale ne sont pas favorables à une prise en charge adéquate de certaines maladies. C'est de rapprocher ces services de santé combien nécessaire à notre population rurale. Parce que très souvent, il y a un grand défi au niveau de la population rurale d'être visitée par des spécialistes. À moins que la population rurale ne parte dans les zones urbaines, elle ne peut pas être visitée. Ces journées se tiennent chaque trimestre. Et après 9 ans d'expérience, l'heure a sonné pour l'église Djamtan de mettre en place un centre médical ici à Barkoundouba. Djamtan également, c'est sa participation afin que nos populations aient une santé, une meilleure santé pour que le Burkina émergent soit bien bâti. Donc c'est ce que nous cherchons à travers ce centre médical Djamtan, que nous rêvons dans les semaines qui suivent, ou bien dans les mois qui suivent, selon la provision de Dieu, vraiment voir cela se réaliser. En plus de l'offre de soins sanitaires, il y a l'établissement de cartes nationales d'identité burkinabé au profit des populations de Barkoundouba et environnants. La journée trimestrielle de santé communautaire Djamtan, c'est aussi une conférence publique sur le paludisme et l'utilisation des produits phytosanitaires. Et pour joindre l'utile à l'agréable, des activités sportives et jeux de société sont organisés, dont les lauréats reçoivent ici leur prix. Jetons à présent un coup d'œil sur le bilan des activités de plan international au Burkina. Au cours des 12 derniers mois, l'organisme aura investi plus de 3,8 milliards de francs CFA dans la promotion des droits des enfants, avec un accent sur la gestion de la crise humanitaire que connaît le Burkina Faso. La revue annuelle avec Amado Ilboudo et Sébastien Zongo. Au cours de l'année fiscale 2020, Plan international Burkina Faso enregistre plus de 202 000 membres, dont 98% de femmes et de filles, organisés en plus de 8 800 groupes d'épargne dans 70 communes du pays. L'ONG internationale a mobilisé près de 3,8 milliards de francs CFA pour l'ensemble de ses activités de ces 12 derniers mois. Cette année, Plan international a focalisé les efforts sur la réponse humanitaire. On a pu accompagner un nombre important de communautés qui ont effectivement besoin de ces accompagnements. Cette revue annuelle donne l'opportunité d'apprécier les progrès réalisés au cours de l'année fiscale 2021, de tirer des enseignements et de proposer des recommandations. Défis sécuritaires. Et donc pouvoir y accéder dans un contexte insécuritaire, ce n'est pas facile, mais Plan international a les mécanismes qu'il faut pour pouvoir aller aussi loin que possible pour pouvoir accompagner les communautés qui en ont besoin. Défendre les droits des enfants, des adolescents et des jeunes filles vulnérables et exclues dans les domaines de l'éducation, de la santé sexuelle et reproductive, fait partie des objectifs majeurs du plan international Burkina Faso. Les mandataires consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina au rapport représentant l'institution dans les conseils d'administration publics et privés, ils étaient appelés ce 3 août à un exercice de redevabilité, occasion de leur rappeler leur mission première. Nongba Kouda et Sekou Zongo. Rendre compte de la mission des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso dans les structures et institutions privées, parapubliques et publiques, c'est l'intérêt de cette première session de l'Assemblée générale des mandataires consulaires. À cette rencontre, il s'agit également pour certains mandataires consulaires récemment installés d'apprendre à défendre le secteur privé dans les différents conseils d'administration dans lesquels ils siègent. Avec la pandémie, malheureusement, nous n'avons pas pu réunir ces mandataires le plus tôt possible,
Mais aujourd'hui, nous le faisons et pour pouvoir non seulement leur dire ce qu'ils doivent faire, quelles sont leurs missions, mais aussi surtout qu'ils nous rendent compte de ce qu'ils ont pu faire pendant ces quelques mois pour certains et quelques années pour d'autres. Ils sont une centaine à cette école des mandataires consulaires. Tous s'engagent à travailler à une amélioration de la qualité de la mission à eux assignée dans les institutions pour un secteur privé dynamique et prospère. En sport, l'AS Sonabel détient la 28e Super Coupe AJSB. Elle s'est imposée hier face à l'Asfa Yenenga par 2-1. Les temps forts du match avec Jean-Modeste Ouedraogo. L'AS Sonabel et ses joueurs se frottent les mains à l'orée de la nouvelle saison sportive. Un chèque de 3 millions de francs CFA et un trophée pour débuter la saison. C'est tout le mérite de cette équipe championne de Burkina. Ce n'était pourtant pas un acquis. Dominés en première période, les hommes de Mohamed Ibagué sans leur meilleur buteur, Mohamed Lamine Ouattara, en instance de départ, peinent à retrouver leur marque. La nouvelle recrue, Aziz Traoré, en provenance de Royal FC, a du mal à s'illustrer. L'AS Sonabel domine. Pendant ce temps, l'Asfa Yenenga du nouvel entraîneur, Rigo Gervais, joue mieux. Elle se procure les meilleures occasions, sans succès. 0-0, c'est le score à la pause. Idriss Traoré. Ensuite, on a vu une équipe. Au retour des vestiaires, c'est une nouvelle recrue qui fait mouche. Nicolas Kofi Dayon, le Béninois, d'une tête, ouvre le score. AS Sonabel 0, Asfa Yenenga 1. Il donne l'avantage à l'Asfa Yenenga. Une baisse de tension secoue la machine électricienne. Mohamed Ibagué réagit et jette Cyril Nguessan en provenance de l'Asfa Yenenga et Stéphane Bandé dans la bataille. Choix payant, puisque à la 85e minute, Stéphane Bandé d'une patte gauche intelligente dépose la balle sur la tête de Hippolyte Sani. Un but partout. Imparable de Sani. Il touche légèrement le ballon. C'est le geste qu'il faut appeler. 2 minutes après l'égalisation, c'est Ibrahim Koné qui offre la victoire à l'AS Sonabel. Score final 2-1. Montrer sa capacité, là c'est le but. L'équipe finaliste, l'Asfa Yenenga, empoche la somme de 2 millions de francs CFA. Capitaine Rachid Sana, un valeureux capitaine. L'AS Sonabel, vainqueur de sa deuxième Super Coupe AJSB, gagne la somme de 3 millions de francs CFA. Hors de nos frontières, ce 6 août marque le 76e anniversaire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Hommage a été rendu aux victimes dans la sobriété. Covid-19 oblige. Le temps, lui, était à l'appel à un monde plus pacifiste. À l'occasion du 76e anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima, le maire de la ville martyre japonaise, Kazumi Matsui, a déclaré que la tragédie avait appris à l'humanité que menacer les autres pour se défendre ne profitait à personne. Comme en 2020, en raison de la pandémie de Covid, le grand public était exclu des commémorations. Les cérémonies se sont déroulées en présence de quelques survivants et d'une poignée de dignitaires étrangers venus honorer la mémoire des victimes et lancer un appel à la paix dans le monde. Les participants ont observé une minute de silence à 8h45, l'heure exacte à laquelle le 6 août 1945, un B-29 américain largua sur la ville la bombe atomique à l'uranium surnommée Little Boy. Les bombardements de Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 firent 214 000 morts. Le 15 août 1945, la capitulation du Japon mit fin à la Seconde Guerre mondiale. Retour au pays pour un coup d'œil sur les quotidiens dans leur dernière parution de la semaine. La première médaille olympique du Burkina et la fusion entre l'UNIR-PS et le MPS sont les sujets qui ont retenu l'attention de Ahadi Sandamba qui fait une lecture croisée pour nous. Politique nationale, l'UNIR-PS et le MPS unis pour le meilleur et pour le pire. C'est la une du journal Le Pays. Dans ces colonnes, le journal rapporte que la signature du protocole d'accord de fusion entre l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, et le mouvement patriotique pour le salut le 4 août 2021 est une occasion pour rendre hommage au père de la Révolution, Thomas Sankara. Des partis qui travailleront désormais ensemble pour répondre aux aspirations du peuple. Et pour y arriver, une commission paritaire de 5 membres par parti est mise en place pour conduire les travaux de création du nouveau parti, conclut Le Pays. Une fusion
qui reste une bouée de sauvetage pour les deux partis qui sont en perte de vitesse, mentionne aujourd'hui au Faso, qui rappelle que l'UNIR-PS et le MPS sont déjà membres de la majorité. Comme quoi, être opposant n'est pas du tout aisé sous nos cieux. L'opposition n'étant jamais un dîner de gala, on intègre la majorité pour se faire une santé financière et à l'approche des élections, on reprend sa liberté pour essayer de grappiller des mandats. Et si le MPP ne fait pas gaffe, il risque de perdre son âme et devenir un conglomérat de partis situationnistes. Avant-hier, l'UNIR-PS, hier l'UPC, la NAFA et le MPS, à qui le tour de main, s'interroge alors l'éditorialiste. Autre actualité du jour, la médaille de bronze de Hugues Zango aux Jeux Olympiques de Tokyo. Fabrice Zango offre au Burkina sa première médaille, affiche Sidoya sa une. Dans ses colonnes, le journal de tous les Burkinabés souligne que le Burkina Faso fait partie du quota des pays ayant remporté une médaille olympique. Lui qui, depuis sa première participation en 1972, jamais un de ses athlètes ou une de ses équipes n'avait réussi à ramener une médaille au pays. Une médaille en deçà des attentes de l'athlète dont l'objectif était de ramener l'or olympique, précise le journal. Pourtant, cette médaille est historique car inédite pour le Burkina Faso. Du reste, c'est de l'avis de l'observateur Palga. Du bronze qui vaut de l'or, s'exclame alors le journal pour qui l'athlète de 28 ans vient d'inscrire à nouveau la date du 5 août dans l'histoire du pays. C'est une date désormais doublement historique car d'abord, date anniversaire de la proclamation de l'indépendance du pays, elle devient aussi la date à laquelle le Burkina Faso a remporté la première médaille olympique de l'histoire des Jeux Olympiques, précise le doyen des quotidiens burkinabés. Ce journal est terminé. Merci à vous qui l'avez suivi. Nos confrères des langues nationales vous retrouvent dans quelques instants. Bonne suite de programme.